coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement lâché, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la première émission de l'année, la sortie du dimanche, même si on n'est pas dimanche, mais mercredi matin. On va revenir un peu sur l'actualité de cette première quinzaine de janvier, mais aussi et surtout sur la reprise de la saison et le calendrier, notamment jusqu'à fin février. Donc pour faire tout ça, j'ai avec moi Grégory. Salut Grégory. Salut Charles, salut tout le monde. Alors Greg, on va commencer un peu par ce qui s'est passé durant ces 15 premiers jours, même si ça a été un peu maigre en termes d'actualité. On a quand même eu 2 ou 3 courses, et notamment la première épreuve UCI de l'année 2022, la New Zealand Cycle Classic, qui avait un beau petit plateau pour une .2. Ouais, la New Zealand Cycle Classic qui a l'habitude un peu d'ouvrir la saison au niveau des courses UCI, et ouais, il y avait un plateau assez sympathique avec notamment des coureurs du World Tour qui étaient là dans la sélection nationale néo-zélandaise comme George Bennett par exemple ou Laurens Petty qui lui par contre sera dans l'équipe continentale Groupama FDJ. Et c'était l'occasion pour eux de lancer leur saison aux côtés de certains habitués du circuit néo-zélandais. Ouais, tiens, si tu peux parler un tout petit peu plus fort, Greg, je crois que je suis un peu faible. Enfin, t'es un peu faible chez moi. Donc c'est Mark Stewart qui s'est imposé, un peu à la surprise générale, parce qu'on attendait une grosse sélection néo-zélandaise avec les noms que tu as cités. Et finalement, c'est la Black Spoke qui a un peu tiré son épingle du jeu en remportant le chrono par équipe. Et Stewart a remporté l'étape Rennes le vendredi, je crois, ou le samedi, je sais plus. Ouais, c'est ça. Stewart a été assez fort tout au long de la semaine. Déjà, la Black Spoke avait gagné le chrono par équipe en mettant pas mal d'écart sur les adversaires au vu de la faible distance. C'est vrai que Black Spoke est souvent à l'aise sur cette course. Maintenant, l'effectif aligné n'était pas forcément celui qu'on aurait pu, qu'on attendait spécialement par rapport aux années précédentes, du moins. On voyait pas mal Aaron Gate notamment dans le passé qui était toujours omniprésent sur cette course. Et là, justement, il n'était pas là. Il n'y avait pas non plus les Oram, les Vink qui faisaient tout le temps top 10 dans le passé. Il n'était pas là non plus, mais Mark Stewart a bien surpris son monde et a été très fort. On a eu aussi une victoire d'étape pour Regan Goog, le pistard, il me semble. Qui a été pas mal du tout. La Black Spoke a vraiment fait quasiment carton plein sur l'épreuve, donc c'est pas mal du tout. Et les coureurs qui sont plutôt axés sur le circuit européen étaient vraiment en reprise, et on verra ce que ça donnera par la suite, et on verra si aussi la Black Spoke aura d'autres objectifs, notamment en Europe cette année, et plus tôt dans la saison que ce qu'ils ont fait en 2021. Alors pour pas non plus trop traîner sur l'actu de ces derniers jours, parce que c'est pas non plus le principal, juste un petit mot forcément sur ce qui s'est passé ce matin, parce qu'on avait le premier championnat national de la saison, le contre-la-montre. Alors malheureusement il y a eu un forfait de dernière minute, c'est Lucas Plapp, parce que je crois que si mes infos sont bonnes, enfin si ce que j'ai vu est bon, il était malheureusement cas contact, donc il n'a pas été autorisé à prendre le départ, et en son absence, on a eu un duel entre Dennis et Durbridge, un duel qui a tourné court, Greg. Ouais, effectivement, puisque Rohan Dennis a vraiment fini le chrono très fort, manifestement. Donc ça a été assez serré apparemment en première partie de chrono entre les deux, mais Dennis a vraiment accéléré sur la fin et a collé quand même plus d'une minute à Durbridge, et terminé le circuit à plus de 49 km/h de moyenne. Et c'est un circuit qui est quand même assez difficile. Il n'est pas si roulant que ça. Il est compliqué. Donc c'est vraiment une grosse performance pour dire c'est exactement le même circuit que l'année dernière, et
Et Rohan Dennis a été une trentaine de secondes quasiment plus rapide que Luke Clapp l'année Ouais. dernière. Alors pour passer à la suite, bon, le calendrier rapidement, on va retrouver Rohan Dennis et quelques Australiens dimanche. Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, ça sera d'ailleurs en direct sur JCN, je crois, pour la course en ligne des championnats d'Australie. Ensuite, on aura la Volta à Tashira. Bon, on va passer vite fait parce que c'est une point 2 et vu le contexte, il y aura malheureusement certainement pas d'équipe comme Androni qu'on a l'habitude de voir évoluer au Venezuela au mois de janvier. Donc concentrons-nous, Greg, sur à la fin du mois de janvier et le mois de février, parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. Et est-ce que je me trompe si je me dis qu'on aura un calendrier vraiment quasiment à 100% européen enfin, pendant le premier trimestre en gros, quoi. Bah, c'est pas loin d'être ça, puisque on a certaines épreuves qui sont hors Europe et qui sont manifestement menacées, comme le Saudi Tour, suite à ce qui s'est produit notamment au Dakar, quoi. Hmm. Donc ça reste incertain. On a le Sharjah qui est en point 2, donc il y aura pas forcément grand monde. Donc, à mon avis, oui, en ce qui concerne les équipes du World Tour et les pro teams, ça se passera quasi exclusivement en Europe, effectivement. Et par contre, du coup, ça donnera certainement des start lists pas mal étoffées, puisqu'il y aura pas forcément beaucoup de terrain de jeu pour s'expatrier, justement. Ouais, parce que pour resituer un peu le contexte, c'est vrai que d'habitude, enfin avant la période Covid, on avait quand même au mois de janvier le Tour de Under qui n'aura pas lieu cette année, enfin dans une version réduite, où il y aura que des coureurs locaux, dont Richie Porte et Luc Plapp notamment. La Vuelta San Juan, elle devait avoir lieu. On devait retrouver notamment Evenepoel, je crois, mais aussi Filippo Ganna, Chris Froome, et il y a Viviani aussi, il me semble. On a parlé aussi d'une course locale, mais qu'elle se fasse ou pas, de toute façon, ça sera que avec des coureurs argentins, donc il n'y aura pas de pro au départ. Enfin, pas de coureur World Tour en tout cas. La Tropicale a été reportée à une date à déterminer. Là aussi, on avait quelques équipes qui avaient l'habitude de participer à la course africaine. Et finalement, on va se retrouver, Grec, avec un gros embouteillage, comme l'an passé finalement, avec un front en Espagne, avec le Challenge de Majorque et le Tour de Valence, qui a une start list qui s'annonce assez énorme, hein, on y reviendra plus tard. Et de l'autre côté, un côté ou un front aussi français avec le Grand Prix de la Marseillaise qui a aussi énormément d'équipes pour le Tour au départ, l'Étoile de Bessèges, le Tour de la Provence, le Tour des Alpes-Maritimes, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, les start lists seront assez énormes. Et du coup, on aura certainement un déroulement de course un peu différent. Enfin, c'était déjà le cas l'an passé, mais ce sera un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'avant la période de Covid. Mais ouais, ça va pas mal s'empiler. Du coup, ça risque d'être compliqué pour tout le monde de bien réaliser ses objectifs de début de saison. Donc, il va falloir bien organiser les calendriers de chacun, et je pense que tout le monde ne sera pas satisfait. Et est-ce que, encore une fois, Greg, pour toi, les grandes victimes de ce remaniement un peu dans le calendrier, enfin, ou dans les objectifs, ça va pas être les Pro Conti qui vont avoir du mal encore à exister pendant le premier trimestre face aux grosses armadas? Elles vont être victimes sur les plus grosses courses, je pense. Après, je pense que les plus grosses victimes, ça reste les équipes continentales essentiellement. Parce que les Pro Conti auront toujours moyen de se rabattre justement sur le terrain de jeu des équipes continentales habituellement. Mais c'est vrai que les Pro Conti auront peut-être plus du mal à exister sur les plus grosses courses, enfin plus de mal à exister que les années précédentes. Après, enfin, c'est vrai qu'au niveau des Pro Conti, justement, il y en a certaines qui se sont vraiment renforcées et qui ont un effectif digne un peu de World Team, enfin, elles n'ont plus que de Pro Conti que le statut finalement. Mais les Pro Conti de deuxième partie de tableau, on va dire, c'est vrai que celles-ci, elles vont être vraiment en grosse difficulté, et que les occasions d'exister seront assez rares, en tout cas en début de saison. Parce que c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, peut-être que Oui, certaines ça va équipes se referont tasser, hein. surface.
On a vu le phénomène avec Rally Cycling notamment l'année dernière qui était complètement à la ramasse en début de saison et qui a fait une deuxième partie de saison tout à fait honorable avec pas mal de victoires. Ouais, parce que le second problème, Greg, aussi, c'est la course aux invitations, parce que les budgets sont forcément très serrés et on peut pas ajouter, empiler les équipes. Si on a prévu un budget pour 16 équipes ou pour 17 équipes, on peut pas aller à 18, 19 ou 20. Donc il y a forcément des pro teams qui vont être mises de côté, parce que pour les organisateurs, et c'est un peu logique, si on a UAE Team Emirates ou Ineos qui tape à la porte et qui dit moi je peux venir avec Bernal, avec Carapaz ou avec Almeida, forcément si vous êtes Uno-X ou Rally Cycling, c'est un peu compliqué de tenir la comparaison, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi, c'est vrai que les courses actuellement affichent quand même pas mal de complets déjà. Donc, c'est vrai que les inscriptions de dernière minute, ça va être un peu limite à accepter, à part justement d'une très grosse équipe qui viendrait avec des grosses têtes d'affiche et dans ces cas-là, il y aurait probablement des victimes parmi certaines des équipes moins huppées qui sont déjà, enfin qui pensaient disputer les courses. Maintenant, ouais, c'est vrai que c'est la dure loi un peu de ces réductions de calendrier, de courses qui disparaissent malheureusement et enfin, on espère que ça ira mieux sur la suite de la saison. Et pour l'instant, on a quand même pas mal un calendrier quasi exclusivement européen sur la première partie de la saison jusqu'à fin février. Ouais, alors j'ai une question de Polska. Salut à toi, Polska. Comment vont se passer les courses pour les pro teams, pour le coup, au vu des annulations qui pourraient se présenter pour eux? Ouais, c'est un peu ce qu'on disait avec Greg là, il y a quelques minutes. Ça risque d'être un peu compliqué pour elle. Bon, après, la bonne nouvelle, Greg, pour rester sur ce calendrier, c'est que pour l'instant, on n'évoque pas du tout d'annulation de courses européennes, contrairement à l'an dernier, ou de report au premier trimestre, quoi. Ouais, normalement, si la situation n'évolue pas de manière défavorable, toutes les courses qui sont inscrites devraient bien se dérouler aux dates prévues. Après, oui, il faudra voir comment tout le monde pourra participer à chacune des courses. Il n'y aura pas forcément de place pour tout le monde, effectivement. Et après, ouais, il y a quelques courses hors Europe, notamment en Turquie. Il faudra voir si certains n'essaieront pas de se recaser un peu là-bas pour avoir des jours de course. Ce sera à déterminer plus tard, mais il y aura aussi grosse, euh, une grosse rentrée certainement pour certains coureurs aussi au Tour d'Algarve qui devrait avoir une grosse start-list, je pense. Ouais, puis il y a une dernière question par rapport à ce calendrier, Greg, que je voulais te poser. C'est, je pense que tu suis un peu le foot comme moi. On voit que des fois, il y a une espèce d'inéquité sportive qui se met en place, qu'il y a des équipes qui se retrouvent un peu décimées avec 5, 10 ou 15 cas au sein de leur effectif, et on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre de cas dans le vélo où tout d'un coup on fait un stage et malheureusement, malgré tout le respect qu'on a pour les gestes barrières, on se retrouve avec un ou deux positifs qui contaminent un peu le reste de l'effectif. Et si ça se passe avant une grosse course, ça sera un forfait tout simplement, parce que s'il y a 7 jours d'isolement, ça deviendra absolument impossible de participer à l'épreuve. Et puis en vélo, il y a quand même un autre problème, contrairement au foot peut-être ou à d'autres sports collectifs, c'est que comme tout est basé sur le physique, si vous coupez pendant une semaine complète en plein mois de janvier ou en pleine préparation, ça peut devenir très compliqué ensuite de reprendre à 100%, quoi. Disons que oui, ça remet en cause la suite du calendrier et de la préparation et ça peut tout simplement décaler certains pics de forme, certains objectifs devront être revus. Maintenant, j'espère qu'il y aura pas trop de désistement de dernière minute, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout à l'abri et que pourrait très bien y avoir des cas, des équipes qui devront se retirer, même peut-être même pendant des courses et ça ce serait vraiment dommageable pour ces équipes, peut-être pour la suite de leur saison, même si le calendrier risque d'être quand même assez fourni par la suite, mais c'est vrai que ce serait dommage de devoir revoir des objectifs à cause de ces soucis-là. Carrément. Alors on va passer à la suite.
Ça va me prendre quelques secondes. Avec Greg, on a décidé de vous mettre une deuxième capture d'écran. Tac, que je vais enregistrer et vous proposer. On vous a tout simplement, avec Grégory, mis un peu le programme de reprise des principaux coureurs. Donc, comme vous le voyez, ça doit normalement s'afficher sur le live. On vous a mis, il y a combien? Il y a 6, il y a 9 courses. On n'a pas tout mis, forcément, parce que le but, c'était pas non plus de lister les 20 ou 30 épreuves du début de saison, juste de pouvoir vous proposer un petit tour d'horizon je vais dire de qui sera où, c'est pas trop français, enfin d'où seront les principaux coureurs du peloton. On peut commencer avec Mayer. Greg, pas mal de noms ronflants déjà pour la première course de la saison, enfin la première série de courses en tout cas. Ouais, tout à fait, puisque comme d'habitude, j'ai envie de dire depuis quasiment 2 décennies, Valverde sera au challenge de Majorque. Sinon, on aura Maximilian Charman qui va reprendre. Formolo, Ackermann est annoncé aussi. Côté français, on aura Benoît Cosnefroy et Warren Barguil. Ou sinon, on aura Rezou Serrada et Philippe Gilbert, pardon, qui est décidément après le manque de respect sur le forum, je me trompe. C'est toi qui manque de respect en fait. Sur son prénom. Philippe Gilbert qui reprendra lui aussi au challenge de Majorque. Ouais, tout à fait. Ouais. Ensuite, après le challenge de Majorque, on a le Grand Prix La Marseillaise, Greg. Un Grand Prix La Marseillaise, on le disait tout à l'heure, qui va largement bénéficier des différentes annulations vu la start list annoncée. Ouais, c'est ça. Le challenge de Majorque et Grand Prix La Marseillaise aussi, ça devrait pas mal bénéficier, au niveau des start list marseillaises. On annonce Trentin, Bettiol, Guillaume Martin, Bokemolema, Diego Ulissi notamment, et Pierre Latour et Brian Cocard. Donc ça devrait être assez intéressant de voir le déroulement de la course, vu que l'an passé, c'est vrai que ça a été pas mal animé et indécis jusqu'au bout, avec finalement la victoire de Paré Peintre qui avait réglé au sprint Cocard notamment. Donc c'est vrai que c'était un finish surprise, et avec un gros plateau, ça pourrait être vraiment une course très intéressante. Ouais, carrément, d'autant plus que pour rester sur la France, on enchaîne derrière avec Bessèges et avec des noms un peu que tu as cités. On trouve aussi Magnus Cort, des mecs comme Pascal Ackermann, Formolo. C'est quand même assez intéressant, surtout que c'est une course qui sera télévisée, de voir certains des noms, parce qu'on a mis que les noms où c'était plus ou moins officiel, donc il y a encore un paquet de mecs qui vont se rajouter au start list, pardon. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça va être assez intéressant, puisque les épreuves seront diffusées. Pour Bessèges, il me semble que ça va être diffusé tous les jours également. Ouais, sur la chaîne L'équipe normalement. Donc c'est vrai que ça pourrait être très intéressant, et que certains, ça peut éventuellement même changer un peu la course, avec une plus grosse bataille pour les échappées notamment, et avec un gros plateau, ça risque quand même de maîtriser un peu le peloton dans le final. Et s'il y a des arrivées au sprint, ça va être quand même assez cadenassé. Et pour les étapes un peu plus escarpées, par contre, on devrait avoir pas mal de spectacles, je pense. Ouais, parce que quand on prend par exemple les premiers noms du Tour de Valence en Espagne, Ciccone, Christophe, Nibali, Nizzolo, Ayuso, Soler, Evenepoel, Jacobsen, Egg et Fuglsang, c'est quand même une start list qui a, enfin tu me passeras l'expression, qui a de la gueule quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a quand même tous les profils plus ou moins sont représentés. Du coup, on aura quand même pas mal d'équipes, de coureurs de tous horizons, et du coup, ça va pas mal batailler, que ce soit sur le plat, que ce soit dans les bosses, que ce soit pour les baroudeurs. De toute façon, ce sera le début de saison, donc je pense qu'il y aura plein de coureurs qui voudront montrer qu'ils ont bien bossé cet hiver, et qui partiront le couteau entre les dents. Alors le premier gros morceau de la saison, même si ça va faire bondir à tous ceux qui sont dans un truc un peu plus tradi et qui n'aiment pas trop les épreuves un peu montées de nulle part, mais malgré tout l'UAE Tour est un vrai rendez-vous maintenant, avec un gros prize money, puis forcément avec un sponsor comme UAE Team Emirates, il y a aussi un gros intérêt de ces coureurs. Pogacar, Jack Egg, Joao Almeida, puis côté sprinter on retrouve Demar, Bennett et Groenewegen, Filippo Ganna pour les rouleurs.
c'est une start list déjà très très impressionnante, Greg, hein, digne des épreuves du World Tour. Bah, c'est ça. C'est une épreuve World Tour déjà. Enfin, c'est une épreuve par étape du World Tour et effectivement, je pense que qu'on a dû sortir le chéquier pour inviter de bons coureurs. Mais ouais, c'est une course qui est assez particulière déjà début de saison où toutes les formes sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. On a aussi on a la chaleur, le vent souvent, mais enfin c'est une course qui est sujette aux bordures aussi, donc c'est mieux d'y arriver en forme, mais faut aussi pas non plus se cramer pour la suite de la saison. Mais c'est vrai que c'est un rendez-vous assez important pour commencer à voir qui va être en forme ou pas dans la saison et qui va être en forme aussi en montagne ou alors en montagne pour tout ce qui concerne les coureurs de course par étapes comme Pogacar notamment qui a été pas mal du tout l'an passé. Et ça préfigure aussi un petit peu ce qu'on risque de voir sur les classiques sur la suite de la saison. Si jamais certains coureurs sont très efficaces, notamment dans les bordures, ça peut montrer quelques signes pour la suite de saison. Mais à côté de ça, il peut y avoir aussi un retour de boomerang entre la grosse chaleur qu'ils vont affronter et ce qui se passera aussi sur les courses belges notamment. Ouais, aussi on y viendra après, mais s'il y a un Tirreno pluvieux ou un Paris-Nice froid par rapport à l'UAE, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Alors avant de passer à ces grosses épreuves là dont tu parlais, notamment les Flandriennes et puis les deux premières grosses courses par étapes de la saison, dernière épreuve de préparation qu'on a notée ensemble, Greg, le Tour de la Provence, avec là aussi une belle start list. Oui, puisqu'on retrouvera le champion du monde Julien Alaphilippe, avec notamment Egan Bernal, l'ancien vainqueur du Tour de France, Philippe Gilbert cette fois, et Lutsenko, Nairo Quintana, qui avait été assez impressionnant il y a quelques années, mais qui décline quand même un peu maintenant. Et Pierre Latour qui enchaînera bien avec la Marseillaise, son début de saison français. Ouais, puis à noter aussi pour le Tour de la Provence qu'il y a très peu de noms encore qui sont sortis. D'ailleurs, on vous invite sur notre site Vélo Club à suivre un peu les infos parce que cette semaine, Greg, c'est vrai qu'il y a énormément, pardon, je bafouille, d'équipes en stage et beaucoup de média day, comme on dit maintenant en anglais, où on annonce un peu les programmes à la presse durant toute la semaine, quoi. Ouais, c'est ça, pas mal de stages, pas mal de start list qui vont sortir petit à petit dans les jours qui viennent. Et de toute façon, je pense que les équipes sont quand même pas mal à l'affût de ce qui pourra se passer ou ne pas se passer justement avec des courses qui pourraient éventuellement soit être décalées ou enfin si jamais il y a des soucis ou s'il y a des coureurs à rebasculer sur d'autres courses selon les opportunités qui vont se présenter. Donc c'est vrai que certaines start lists arrivent un peu au dernier moment, mais il y a quand même quelques coureurs aussi qui risquent de reprendre leur saison assez tardivement et ça Ouais, tout devient à fait. une habitude pour certains, ça devient une habitude comme Roglic notamment. Je ne me semble pas l'avoir vu avant Paris-Nice. Ouais, je crois pas. Donc, Et d'ailleurs, Greg, puisque tu es sur les reprises, ça me permet une transition parfaite vers le Het Newsblad, puisqu'on dit plus le Het Volk maintenant. Là, pareil, tu as des mecs comme Van Aert, Asgreen, Moscon, Pidcock, Stuyven, etc., même plein d'autres hein, que tu vas pouvoir citer aussi, qui vont vraiment débuter leur saison fin février, comme il y a 10 ans, on va dire, un peu, hein, quand il n'y avait pas de course en Europe, quoi. ouais, c'est ça. Les Koung notamment, Van Baarle, Sénéchal, je ne sais pas s'ils ont d'autres courses prévues avant, mais je ne m'a pas semblé les voir. Sonny Colbrelli notamment aussi. Donc, après, il y en a pour certains comme Van Aert ou Pidcock notamment, ils sont passés par le cyclocross cet hiver, donc ça peut se comprendre. Pour les autres, c'est vrai qu'il y a aussi il y a pas mal de gros blocs de stages, d'entraînement maintenant. Donc c'est vrai pour certains coureurs, on revient plus tard à la compétition et on passe pas mal de temps dans tout ce qui concerne les entraînements, enfin la mise en place des stratégies, enfin les stages, même stages de cohésion, des choses comme ça.
Bah, c'est intéressant, mais c'est vrai que du coup ça ne leur fait pas reprendre forcément la saison hyper tôt. Maintenant, si je pense qu'ils sont suivis de tellement près que je pense qu'ils seront quand même particulièrement en forme dès la reprise, normalement, à part certains coureurs qui se seraient mal acclimatés, mais à mon avis, ça devrait pas mal le faire. Alors ensuite, on a les deux, ouais, comme je disais, premiers gros morceaux, bah, Tirreno et Paris-Nice. Greg, avantage à Paris-Nice cette année d'après les premières infos qu'on a sur la start list, ou tu trouves que ça se vaut plus ou moins? Bah, ouais, peut-être avantage Paris-Nice. Bon, après, c'est vrai qu'il y a plus de noms plus de noms annoncés sur Paris-Nice. Maintenant, sur Tirreno, c'est vrai qu'on a quand même Pogačar, Evenepoel, Alaphilippe. C'est déjà pas mal du tout. Colbrelli qui était omniprésent l'an dernier. Donc c'est vrai que c'est et plus de noms sur Paris-Nice par contre. Donc ah, faudra vraiment voir. Je pense que c'est peut-être le parcours qui risque de faire la différence entre les deux courses, mais sur le papier, c'est vrai qu'il y a, je dirais, plus de monde à Paris-Nice, mais en qualitatif, je suis pas sûr que ce soit meilleur non plus. Ouais, d'ailleurs, bah, Tirreno, on attendra forcément Thibaut Pinot. On a fait une émission, mais avant les infos sur les programmes de la Groupama FDJ, ça va me permettre de dévier un petit peu, Greg. Et Thibaut Pinot, qui annonce un programme axé sur le Tour et un podium avec David Gaudu. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Est-ce qu'il ne s'est pas un petit peu se tromper d'objectif selon toi? Disons que c'est intéressant, on va dire, de repartir avec ce type d'objectif, en tout cas en ce qui le concerne. Maintenant, est-ce que l'objectif sera réalisable? Là, une autre problématique. Les concernant, c'est vrai que j'ai tendance à penser, après peut-être que je me trompe, mais j'ai peut-être tendance à penser que le parcours du Giro était quand même mieux taillé pour la doublette Ouais. Pinot-Gaudu. Après, oui, le parcours du Tour de France, à l'inverse, c'est vrai que les étapes de montagne sont pas forcément hyper longues et que ça va peut-être pas forcément leur convenir. Maintenant, les coureurs font la course, donc ça peut tout à fait aller dans le bon sens, mais je suis pas forcément hyper optimiste pour eux. J'espère juste me tromper, mais d'un autre côté, ça se comprend aussi au niveau du sponsor et etc. C'est clair que qu'on attend, enfin on les attend clairement sur le Tour de France avant tout et je dirais que un podium sur le Tour de France ce serait déjà exceptionnel je pense et qu'à côté de ça s'il y avait une troisième place sur le Giro je suis pas sûr que ce serait si retentissant que ça du côté du sponsor. Alors pour finir sur le calendrier de reprise des Cadors, Greg, il y a des noms qui nous manquent, hein, je les ai pas trop en tête, donc tu vas compléter forcément, mais j'ai pas vu passer d'infos sur Adam Yates, sur Richard Carapaz aussi, Mikel Landa, j'ai rien vu. On attend encore forcément, Henrik Mas aussi, on attend forcément aussi pas mal de confirmations encore pour beaucoup de coureurs et d'équipes. Ouais, effectivement, Adam Yates, il me semble que d'habitude, il avait tendance à reprendre justement à l'UAE Tour et là, je n'ai rien vu non plus. Apparemment, on a juste une participation annoncée à Liège-Bastogne-Liège, donc je suppose quand même qu'il va reprendre un peu avant. Mais c'est vrai que ouais, certains coureurs, ça met quand même pas mal de temps à se mettre en place. Et concernant Henrik Mas, ce serait plutôt la Catalogne. Et par contre, en ce qui le concerne, Ce qui fait peut-être que tard, hein, la Catalogne. mais peut-être que ce sera vraiment ça. Ouais. Pareil pour Lopez, on n'a pas trop d'infos non plus, hein. Ce qui est bien déjà avec Lopez, c'est qu'ils ont quand même réussi à le retrouver après sa fuite de la Vuelta, donc c'est déjà pas mal. Oui, Mais je pense que j'espère qu'il s'est pas reperdu entre deux. ouais, c'est ça. Mais non, mais Je je l'ai pense pris à Rivals Manager en plus, donc je me demande si j'ai pas fait une erreur. apparemment, il sera annoncé sur le Tour d'Andalousie en février. Donc je sais pas si c'est sûr à 100%, mais il commencerait en Espagne aussi sur une course que je ne connais pas trop, mais qui sera en un point. Je sais pas si c'est une nouvelle course, la Ouais, on n'a pas réussi Paraiso à trouver d'infos. Supérieure.
Et enfin, il enchaînerait entre ça et le Tour d'Andalousie juste derrière. Donc, ce sera à voir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de courses annoncées encore pour lui. Alors, apparemment, il doublerait Giro et Tour de France. J'y crois pas forcément beaucoup, mais c'est ce qui serait annoncé. Tiens, d'ailleurs, pour finir, Greg, on est obligé de faire un petit point sur les blessés et sur l'infirmerie. C'est tombé ce matin, je crois, il y a une suspicion de fracture du poignet pour David Formolo, donc ça peut être embêtant dans l'optique du début de saison. Mais les deux grosses infos là, de cette intersaison ou de ces derniers jours concernant les blessures, c'est Mathieu Van Der Poel tout d'abord, où là on n'a vraiment aucune info sur une date de reprise. C'est vrai que ce qui concerne Van Der Poel, c'est assez inquiétant. Je pense que c'est toujours son souci de dos qui ne part pas. Donc je sais pas s'il a été s'il a été vraiment très aggravé sa chute aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est ce qui a un peu tout relancé, mais ouais, faut voir. Pour l'instant, il n'y a pas il y a pas de signe d'amélioration. Enfin, en tout cas, pas de signe qui montrerait qu'il va reprendre très prochainement. Donc c'est vrai que je sais pas du tout. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il va reprendre et dans quelles conditions. Et c'est bien dommage puisqu'il aurait eu des échéances très importantes dès le mois de parce que l'Estradé, ça va arriver vite. Donc ouais, c'est vrai que percuté par un sanglier, Formolo. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, mais ça me fait penser à ceux qui ont suivi le quiz, le super quiz de Benjamin hier, où il y avait les excuses pour le dopage et on parlait de je sais plus quel coureur, Paul Sky, il était là, il va peut-être me le rappeler. Je crois que c'était un coureur de l'Est, Raimondas Rumsas, qui avait dit que c'était sa belle-mère qui avait fait je sais plus quoi, ses médicaments ou un truc. Enfin bref, je dévise, pas ça le truc. Et pour redevenir un peu sérieux, c'est Juan Parezo Interior, la course pour Miguel Angel Lopez. Ça doit être celle-ci dont on parlait, Greg, non? C'est ça, oui, c'est ça. Je sais pas du tout, je ne sais pas du tout quel est le profil de cette course, mais ce sera une course en 1.1 en Espagne, juste, ça va être 2-3 jours avant l'Andalousie, donc ça va bien s'enchaîner avec. Et ouais, concernant Formolo aussi, c'est dommage. Après, oui, percuter ça par un sanglier, blague à part, je pense que quand tu vois la bestiole arriver en vélo, tu vas pas trop rigoler. Non, c'est sûr. Après, il a eu son moment de gloire à l'intersaison, mais par contre, en battant le record du plus lent, c'est le ça. record le record de lenteur sur 1 heure. C'est assez anecdotique et marrant, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il a pas mal mis de temps avant d'être prolongé cette année. Je sais pas si c'était un manque de communication ou si ça s'est fait au dernier instant, mais c'est vrai que c'était assez curieux, mais en tout cas, il sera à l'arrêt. Mais ça me rappelle, c'est pas un pro dans le Colorado ou je sais plus où qui s'était fait courser par un ours aussi dans une descente ou en Californie. Je sais plus, ça me dit vaguement quelque chose. Désolé. J'avais vu une vidéo comme ça qui avait circulé sur le net, mais je sais plus du tout. J'ai une tendance fâcheuse à penser à des conneries dès qu'il y a un truc qui... C'est bien dommage. Bref. Marc Hirschi aussi, plus sérieusement, Greg, malheureusement, encore une fois, il est de nouveau blessé. Je me rappelle plus de la nature exacte de la blessure, mais après une saison compliquée, là, il y a encore un petit souci et plusieurs semaines d'absence. Ouais, c'est ça. Apparemment, il va reprendre vers le mois de mars, apparemment. Donc il va être opéré en fait il va être ou il a été, je sais pas, opéré de la hanche, donc qui devait l'handicaper déjà la saison dernière, je suppose. C'est vrai que sa saison était assez décevante finalement, malgré quelques placettes, mais pas forcément là où on l'attendait, pas au niveau du World Tour. Et on espère que ça va le faire repartir quand il sera rétabli, mais c'est vrai que reprendre au mois de mars, il risque de pas être tout à fait prêt pour les classiques, les classiques ardennaises, donc c'est pas forcément gagné. Après à voir s'il sera gagnant sur les grands tours, peut-être qu'il sera très intéressant comme franc-tireur. Maintenant, vu l'équipe dans laquelle il est, je suis pas certain qu'il pourra vraiment jouer sa carte sur les grands tours.
Ouais, tiens, Polska nous dit que Trentin avait percuté un ours également à l'entraînement, décidément. Faudrait faire un quiz, enfin, on va dire ça à l'ami Benjamin, de faire un quiz sur les pires anecdotes du cyclisme. Je pense que ça pourrait être assez rigolo. Mais après, c'est vrai qu'un ours, ça doit pas être hyper rassurant quand on se trouve nez à nez avec un ours. Tu préfères te faire percuter par un sanglier ou par un ours, Craig? C'est ça la question. Si vraiment il fallait choisir, je dirais peut-être le sanglier quand même. Ouais, moi aussi, je crois. Sur ces belles paroles, je pense que ça va nous permettre de clôturer l'émission. Grand merci, Greg, et puis on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission des commissaires de course. À plus. Salut tout le monde.